Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. L'assaut des forces loyalistes contre l'ex-régiment de sécurité présidentielle a porté ses fruits. Le RSP est officiellement désarmé au Burkina Faso. Sur place, l'heure est au bilan. Lancé en avril 2012, le barrage hydroélectrique de Caleta a été inauguré ce 18 septembre en Guinée. L'ouvrage, d'une capacité de 240 MW, a coûté 446 millions de dollars. Et puis le Rwanda vers la réalisation des 8 objectifs du millénaire pour le développement convenus sur le plan international. Un exemple à suivre selon les observateurs. Mais avant de développer ces titres, une fois de plus, le couvre-feu n'a pas été respecté en Centrafrique. La journée de ce mardi a encore été marquée par des affrontements, notamment dans la zone de l'aéroport de Bangui. Des tirs sporadiques se sont également fait entendre dans plusieurs quartiers de la capitale. Malgré les nombreux appels au calme, le pays s'enfonce dans les violences. Et paradoxalement, le calme revient à Ouagadougou. Au terme d'une journée de tension, les forces régulières ont eu raison des putschistes qui tentaient de résister à leur désarmement. La transition peut donc suivre son cours avec plus de sérénité au Burkina Faso. Liselsi Akizimana. De Kosiam et le camp de Naabakoum aux mains de l'armée burkinabé. Mardi 29 septembre 2015, l'armée régulière a maîtrisé les militaires du régiment de sécurité présidentielle. Les putschistes du 16 septembre s'y étaient retranchés et refusé de déposer les armes. La situation est sous contrôle des forces armées nationales. Et depuis hier nuit, le général Gilbert Senghéré semble introuvable. Les bruits font état de ce qu'il serait réfugié quelque part. Je pense qu'au cours de la journée, on sera mieux situé. Les populations vaquent normalement à leurs occupations. Gilbert Diendéré, le général putschiste déchu, se serait en effet réfugié avec sa femme et quelques collaborateurs militaires et civils à l'annonciature d'Ouagadougou. Juste avant l'assaut de l'armée régulière sur le camp de Naabakoum, le général Diendéré avait demandé aux éléments du RSP de déposer les armes et de se mettre à la disposition de l'état-major général des armées. Je demande aux éléments du RSP d'accepter de déposer les armes pour ne pas envenimer la situation. Je suis soucieux de la sécurité du pays, je suis soucieux de la paix dans le pays, de baisser les armes et de revenir au camp ou dans leur lieu d'affectation. Je demande de déposer les armes pour éviter un bain de sang. Les forces loyalistes ont lancé l'assaut mardi 29 septembre en fin d'après-midi sur la caserne Naabakoum où 300 soldats du RSP étaient retranchés. Après avoir encerclé l'endroit avec des blindés et des pick-up et demandé aux habitants du secteur de rester chez eux, elles ont tiré à l'arme lourde. Le bilan reste pour l'instant inconnu, mais le gouvernement confirme la reprise de la caserne et demande au peuple de rester uni et œuvrer pour la réconciliation nationale. L'annonce a fait l'effet d'une bombe en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, gouverneur de l'ex-province du Katanga et proche collaborateur du président Joseph Kabila, a annoncé ce mardi qu'il quittait le parti au pouvoir, le PPRD, et par la même occasion son poste de gouverneur. Dans sa déclaration rendue publique, il a listé ce qui, selon lui, prouve que tout est mis en œuvre pour ne pas respecter la Constitution. La dernière proposition de loi sur les modalités d'organisation d'un référendum en fait partie. Le Rwanda, un exemple à suivre dans l'attente des objectifs du millénaire pour le développement. En 15 ans, le pays les a quasiment tous atteints, notamment en ce qui concerne l'égalité des sexes. Il faut dire que le pays des 1000 collines détient aujourd'hui la plus forte proportion des femmes élues. Reportage de notre correspondant à Kigali, Olivier Diakotan. Le Rwanda est l'un des rares pays en Afrique ayant atteint presque tous les objectifs du millénaire pour le développement, selon la représentation des Nations Unies chargée de cette question dans le pays. Par exemple, en ce qui concerne le genre, le Parlement rwandais compte près de 64% de femmes en son sein. Plus de 80% de la population se soigne grâce à l'adhésion aux mutuelles de santé. De 2000 à 2015, selon les autorités rwandaises, le seuil de pauvreté a été réduit de 60 à 30%. C'est une fierté de savoir que le Rwanda fait partie des 5 pays de notre continent qui ont fait des efforts pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Nous saluons le leadership de vos dirigeants et leur implication personnelle. Cette performance fera sûrement de votre pays l'un des acteurs majeurs pour la réussite des nouveaux défis mondiaux.
La population juvénile est estimée à 78% au Rwanda. Près de 14% des jeunes diplômés sont au chômage. Le sous-emploi affecte 65% de cette jeunesse, selon les autorités. Mais des mesures idoines sont en cours d'expérimentation pour offrir une vie meilleure aux jeunes Rwandais. Vous savez, notre gouvernement envisage désormais de créer 2000 emplois non agricoles par an jusqu'en 2020. Ce rêve se réalisera si et seulement si il y a une bonne collaboration avec le secteur privé. Vous, jeunes, avez le devoir de vous associer et d'élaborer des projets pour obtenir des financements. C'est par l'entrepreneuriat que la problématique du chômage dans votre milieu sera réglée peu à peu. Les objectifs du millénaire pour le développement sont désormais remplacés par les objectifs du développement durable, lesquels mettent l'accent sur l'universalité des défis comme la protection de la planète. Dans le reste de l'actualité, l'ICCO s'installe à Abidjan. L'Organisation internationale du cacao, actuellement basée à Londres, va déménager ses locaux en Côte d'Ivoire dès ce jeudi. Rappelons que cette organisation intergouvernementale avait pour fonction initiale de stabiliser les prix du cacao sur le marché mondial. Désormais, elle produit également des données statistiques et soutient les projets de développement dans la production et dans la commercialisation du cacao. C'est un des projets phares du président Alpha Condé. Le barrage hydroélectrique de Kaleta a été inauguré ce 28 septembre 2015 en Guinée avec une capacité de production de 240 MW. L'infrastructure laisse présager une amélioration de la desserte électrique dans ce pays confronté à un déficit énergétique estimé à près de 400 MW. Déogracias Podo. Inauguré lundi à 150 km de Conakry, le barrage hydroélectrique de Kaleta en Guinée a une capacité de 240 MW et a coûté 446 millions de dollars. En compagnie des présidents Denis Sassou Nguesso et Mahamadou Issoufou, le chef de l'État guinéen a mis en service l'infrastructure énergétique. Financée à hauteur de 25% par l'État guinéen et 75% par la China Exim Bank, Kaleta devrait permettre de résorber le déficit énergétique de la Guinée, évalué à plus de 400 MW. Je ne fais pas seulement l'inciter pour la Guinée. L'inciter va nous permettre de développer la métallurgie et la sidérurgie avec nos amis du Nigeria qui ont une grande consommation, du Congo, etc. Kaleta permettra également de désenclaver de nombreuses localités guinéennes jusqu'ici dans le noir. À moins de 2 semaines de l'élection présidentielle, le candidat Alpha Condé compte rassurer la population guinéenne sur le respect des engagements pris en début de mandat. Nos maris ont participé à la construction de ce barrage et ils l'ont fait dans des conditions difficiles. Nous avons entendu toutes sortes de rumeurs sur les difficultés liées à la construction, mais aujourd'hui, les résultats sont là et nous sommes très heureux. Nous sommes ravis de ce barrage à Kaleta. Il a été annoncé depuis quelques années et maintenant nous pouvons tous voir les résultats. Et c'est grâce au président Alpha Condé. Cela apporte beaucoup de joie au peuple guinéen. Kaleta représente une étincelle pour la Guinée et pour l'Afrique. La construction du barrage hydroélectrique de Kaleta a démarré en avril 2012. Le gouvernement guinéen compte ensuite développer d'autres infrastructures énergétiques. La prochaine sera le barrage hydroélectrique de Souapiti. Les études de faisabilité technico-économique ont été faites en janvier 2015. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.